Bonjour à tous et à toutes. Je suis Catherine Brissot, professeure en sciences du langage à l'Université Grenoble-Alpes, enseignante à l'INSPE de l'Académie de Grenoble. Je suis très honorée de passer ce moment avec vous consacré à l'accord du verbe au cycle 2 et au cycle 3. Je vous propose un travail en 3 temps. Tout d'abord, un état des lieux en CP à partir de l'observation de textes d'élèves. Nous enchaînerons avec une vue plus panoramique de la compétence à accorder le verbe. Et nous terminerons enfin en nous intéressant à une zone complexe du système orthographique du français, qui est celui des finales verbales en « et ». Pour chacun des 3 points, j'évoquerai avec vous des pistes de travail. Donc, premier point, le verbe au CP, quelle existence ? Je vais m'appuyer sur un corpus de textes constitué à Grenoble, au Lidilem, le laboratoire dans lequel je travaille, dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, qui réunit un certain nombre de chercheurs autour de l'écriture scolaire et universitaire. Je vais m'appuyer sur 333 textes de CP, dont vous avez un exemplaire ici, et essayer d'y repérer un certain nombre de phénomènes saillants. Par exemple, l'hyposegmentation que vous avez avec « il tombe », le sujet et le verbe étant agglutinés, et l'hypersegmentation qu'on a avec « ramène ». Je m'intéresserai aussi au final verbal, comme notamment celle de « il pleure ». Le corpus scolédite est en fait un corpus longitudinal du CP au CM2 qui a pris appui sur la recherche lire-écrire au CP. Je ne vais vous présenter que le corpus de CP, mais sachez que le corpus entier est à votre disposition sur le site Scolédite, dont vous avez les références ici. Donc, ce sont 333 textes, environ 9000 mots, 27 mots en moyenne par texte. Une première statistique, près d'un mot sur 4 est un verbe, 23,4% exactement. 54% des textes présentent au moins une hyposegmentation, c'est-à-dire une agglutination de 2 mots. On a vu « il tombe », un autre exemple, « il s'enfuit ». 23,4% des textes comprennent au moins une hypersegmentation, c'est le phénomène inverse, c'est un mot qui est segmenté en 2 voire 3 unités. On a aussi des phénomènes d'hypo-hypersegmentation, par exemple dans « après, c'est fini », mais c'est un phénomène qui est moins saillant et je passerai là-dessus. Je vais commencer avec l'hypersegmentation, donc qui concerne près d'un texte sur 4. On en a 108 exemplaires dans ce corpus. Donc par exemple, beaucoup écrit en 2 mots comme ça, tomba, descendu ou récupère. Ce sont surtout des mots qui sont segmentés en 2. On a seulement 2 exemplaires avec 3 segments. J'ai essayé de voir quels étaient les segments les plus employés dans ces hypersegmentations. Les 2 unités les plus fréquentes sont EST et A, donc 2 verbes qui sont relativement fréquents. Mais bon, ce ne sont pas les phénomènes les plus intéressants. On va plutôt s'arrêter sur l'hyposegmentation, donc qui concerne plus d'un texte sur 2. Et en général, on a plus de 2 hyposegmentations par texte. Donc 719 mots concernés. La plupart du temps, ce sont 2 mots qui sont agglutinés, dans 246 cas, mais on a aussi des cas d'agglutination de 3 mots, de 4 mots ou de 5 mots. Voici des exemples. Qui voulait, 2 mots, s'est promené, 3 mots, et l'emmène, encore 3, il était une fois, il s'est fait manger, et avait très mal à la tête. J'ai essayé de regarder dans ces hyposegmentations s'il y avait des formes normées. Il y en a exactement 135 sur les 719. Elles concernent 46 verbes. Donc le verbe est concerné à peu près une fois sur 3. Ces verbes qui sont agglutinés mais qui ont une orthographe normée, vous les avez en couleur ici.
Donc 24 exemplaires de A, 3 de E en vert les plus fréquents. On a 11 fois aussi va. Et puis en jaune, vous avez des exemplaires uniques. Si on regarde maintenant les catégories, les classes grammaticales qui sont impliquées dans ces phénomènes d'hyposegmentation, eh bien majoritairement ce sont le verbe et le pronom qui sont engagés, et en général conjointement, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc on a 200 verbes qui sont concernés par ces hyposegmentations, 190 pronoms, et je vais m'arrêter plus spécifiquement sur 2 pronoms, S' et L', qui sont les pronoms les plus récurrents. Donc S', tout d'abord, dans le corpus, on attend 91 S', il y en a 73 qui relèvent de l'hyposegmentation, qui sont donc agglutinés au verbe qui suit. Sur ces 73, vous avez 37 fois la forme S''EST qui est attendue. Et donc je vous laisse juste 2 secondes pour regarder un petit peu cette liste de formes produites par les élèves de CP, et on voit une grande variété, notamment quand la cible est C. Ce qu'a révélé cette exploration de corpus, c'est le nombre relativement important de verbes pronominaux. C'était un peu une surprise. Dès le CP, les élèves ont besoin des verbes pronominaux et les utilisent. Si je m'intéresse maintenant à la forme L', qui est attendue 41 fois dans le corpus, eh bien 19 fois c'est la qui est engagée, on a la et la à la place de l'apostrophe A, et 15 fois on a une séquence L' plus verbe. Donc vous avez les 15 graphies ici, l'aider, et l'emmène, l'attrape, l'avait, l'accueil, etc. Je fais ici une première parenthèse sur les homophones. Alors j'ai mis homophones entre guillemets. Je vais trop vite. Donc ce sont les homophones travaillés traditionnellement à l'école, sous forme de couple, la, et, on, etc. L'appellation homophone a disparu des programmes, et c'est une bonne chose. Mais je tenais quand même ici à exploiter ce corpus en regardant tous les là attendus, ici, déterminants et pronoms. On en attend 250 dans le corpus, eh bien il y en a 247 qui sont corrects. Les 3 erreurs, c'est 2 fois le à la place de la, et puis on a un LAS devant marche. Donc le la déterminant ou pronom n'est jamais écrit LA accent ou L''A, et j'ai vérifié dans le corpus du CE1 au CM1, c'est toujours le cas. Il n'y a jamais d'erreur sur la déterminant ou pronom. Donc comme le disent Jarnot, Nadeau et Fischer dans un article récent, on propose probablement aux élèves des exercices avec des graphies qu'ils ne produiraient jamais. Pour L''A, il y a une difficulté à analyser la chaîne L' plus verbe commençant par une voyelle, et probablement qu'on aurait intérêt à traiter ensemble L''A et l'aide, l'emmène, l'accompagne, etc. Alors je passe maintenant au E final, marque de personne au présent, parce que dans ce corpus on a un grand nombre de verbes au présent, 1324 exactement. J'ai fait une erreur là. Il y a 361 formes normées, il faut bien lire normées. Il y en a 692 qui transcrivent la chaîne sonore, ramène, marche, promène, pleure, tombe, et il y en a 272 qui la transcrivent approximativement. Alors ce que j'ai observé dans ce corpus, en comparant, en regardant de près les différentes graphies qui sont produites pour tombe et pleure, parce que c'est l'histoire d'un petit chat qui s'éloigne du nid familial, qui tombe, qui pleure, etc. Donc on a eu beaucoup d'occurrences des verbes tomber et pleurer. Donc pour tomber, on a 164 occurrences et 19 formes sans le final. Alors que pour le verbe pleurer, sur les 117 occurrences, on en a 51 sans le E final.
Donc là, on peut faire l'hypothèse que la présence ou l'absence du E pourrait relever de la perception de régularité par les élèves. Alors, pleur ne prendrait pas le E parce qu'il y a en français beaucoup de mots qui se terminent par heure. Un recensement fait dans le Petit Robert, hein, on compte à peu près 2000. Alors qu'il y a très peu de mots en français qui se terminent par OMB, comme plomb, et on ne prononce pas le B. Donc c'est peut-être des régularités qui sont plus ou moins apprises, qui sont apprises de façon implicite par les élèves et qu'il faudrait comprendre pour travailler. Un autre point intéressant, c'est le traitement des accords au pluriel, donc toujours concernant le verbe. Sur les 1300 verbes, sur les 1327 verbes au présent, il y en a 28 à la personne 6 et une seule forme normée. C'est un son, S-O-N-T, alors qu'on en attend 7, il y en a un seul qui est juste. Hop. Donc je vais y revenir, je passe un peu rapidement, mais je vais y revenir tout de suite après. En fait, je pense que même s'il y avait eu beaucoup plus d'occurrences, on aurait eu très peu de formes normées, très peu de marques de pluriel sur le verbe. Alors, conclusion de cette première partie. Donc, au CP, le verbe est au cœur des phénomènes d'hyposegmentation dans des configurations pronom-verbe et on relève un certain nombre de verbes pronominaux que les élèves utilisent déjà dans leur texte. L'accord pourrait être réalisé ou non à la personne 3 en fonction de connaissances implicites. Donc j'attire un peu votre attention sur le E marque de personne qui pourrait être transparent. Parce qu'on a l'impression que l'élève l'utilise, mais il y a vraisemblablement des choses à stabiliser au CP sur cette marque de personne. Le pluriel verbal est quasi hors de portée en fin de CP, ça je vais vous en reparler tout de suite après, et notamment en cas d'hyposegmentation, donc j'aime bien prendre cet exemple, et ils vivent en commun. Un élève qui agglutine tous les mots comme ça n'en est pas à s'occuper des marques de pluriel. Donc la reconnaissance ou la conscience du verbe est vraisemblablement un préliminaire, c'est-à-dire en d'autres termes, avant de s'occuper d'accords, il faut sans doute aider les élèves à reconnaître le verbe et à en acquérir une espèce de conscience grammaticale ou orthographique. Alors j'en arrive aux pistes. Donc première piste, initier des collectes dès le CP, des collectes par exemple de mots qui servent à dire ce que font les personnages, ils sautent, ils pleurent, elles marchent. On peut peut-être déjà faire observer aux élèves que parmi ces mots-là, il y en a qui s'écrivent toujours avec ce. Donc ce sont de simples collectes qu'on peut mettre en forme après, vous allez le voir. Deuxième piste, commencer à construire les classes grammaticales, alors toujours à partir de collectes, mais qui seront guidées par l'enseignant. Donc j'emprunte ici à Gourdet, Cogis et Roubaud dans l'ouvrage Mieux enseigner la grammaire, coordonné par Suzanne Chartrand, un exemple d'utilisation de la substitution pour l'identification du verbe vers 8 ans. Il s'agit pour les élèves de dire tout ce qu'on peut faire avec une balle. Donc je donne la balle, je transmets, je passe, je reçois, etc. Alors assez rapidement, il faudra dire qu'on a affaire à une classe qui s'appelle la classe des verbes. Et cette constitution de corpus permet d'introduire l'identification du verbe par le remplacement. C'est-à-dire quand on hésite sur un mot, si on se demande si c'est un verbe, on peut essayer de le remplacer par un mot dont on est sûr que c'est un verbe. Une deuxième, toujours la même piste, empruntée au même ouvrage, un exemple d'utilisation de corpus pour l'identification du verbe vers 8 ans. On peut par exemple demander aux élèves, à partir de règles de vie, ce qu'il est possible de faire ou non dans une cour.
Je joue avec mes camarades, je cours, je chante, je ne pousse pas les autres, je ne crie pas, je ne joue pas avec des cailloux. Bon, un corpus qui peut permettre d'introduire l'identification du verbe par l'encadrement avec l'adverbe de négation ne pas. Troisième piste, commencer à utiliser les métatermes dès le CP. Je m'appuie ici sur les observations que nous avons faites dans le cadre de la recherche lire-écrire au CP, coordonnée par Roland Guagou. Nous avons enregistré tous les métatermes grammaticaux utilisés dans les cahiers, fichiers et affichages dans 131 classes de CP durant 3 semaines, en novembre, en mars et en mai. Et ce qu'on observe, c'est que on a des mots comme phrases et mots-outils qui sont relativement présents. Mais vous voyez, le mot verbe apparaît très peu, y compris au mois de mai en classe de CP. Donc les mots de la grammaire, comme disent les programmes, sont peu utilisés en CP et on peut penser qu'il faut commencer à les installer dès le CP. Et il me semble qu'une réflexion d'équipe s'impose pour décider de quel mot on voit à quel moment et à quelle occasion. Quatrième piste, de la collecte à la constitution de corpus. Donc la première piste, c'était de simple collecte. On peut mettre en forme les collectes et proposer un travail sur corpus aux élèves. Donc par exemple, on peut donner ces 8 phrases, ces 8 groupes aux élèves et leur demander de mettre ensemble ce qui va ensemble. Donc là, vous avez la réponse. D'un côté, les sujets masculins, de l'autre, les sujets féminins. Et la conclusion à laquelle on veut que les élèves arrivent, c'est qu'avec il ou elle, il y a un « e » à la fin de certains verbes. Il et elle commandent la terminaison du verbe de la même façon. La marque de personne, en d'autres termes, la marque de personne ne dépend pas du sexe de la personne désignée par le groupe en position de sujet. On pourrait aussi imaginer, en reprenant le premier corpus, d'arriver à une conclusion du type « il y a des verbes qu'on utilise avec ce ou s' à la troisième personne ». Voilà, j'arrive à mon deuxième point. L'accord du verbe, quelle performance, quel progrès. Donc là, l'objectif de cette section, c'est de vous donner une vue panoramique de l'évolution des performances des élèves à l'école et au collège, parce qu'on ira voir un petit peu au collège ce qui se passe. Donc c'est une section qui est un peu quantitative. Donc première diapositive, elle concerne la phrase « Les lapins courent vite » que nous avons dictée dans le cadre de la recherche lire-écrire au CP à 2507 élèves en fin d'année. Donc vous avez les pourcentages, chaque colonne représente un pourcentage d'élèves. Donc les colonnes en rouge concernent les élèves, première colonne qui n'utilise aucune marque de pluriel, deuxième colonne qui en utilise une mais à mauvais escient. Donc il n'y a pas de réussite du côté du rouge. Et du côté du bleu, les élèves utilisent des marques. Il y en a au moins une de juste, mais il y en a parfois des marques. Il y a aussi parfois des marques erronées. Donc j'attire votre attention sur le fait que 83% des élèves sur 2500 n'utilisent pas de marque à bon escient et qu'il y a 1% des élèves qui utilisent la marque nominale et la marque verbale dans les lapins courent vite. Donc très très peu d'élèves qui sont capables de mobiliser la marque de pluriel verbal en fin d'année dans une tâche explicite d'orthographe. Bon, en revanche, 17% arrivent à mobiliser le S nominal. Donc ça, c'était pour la fin du CP. On passe en fin de CE1, toujours la même recherche. Il y a près de 2000 élèves en CE1 qui ont été suivis. Là, je travaille sur un sous-échantillon de 629 élèves. On a dicté aux élèves les 2 phrases suivantes. En été, les salades vertes poussent dans les jardins. Les jeunes canetons picorent le blé avec la poule noire. 2 phrases que nous avons empruntées à la DEP. Et voici les résultats donc pour les verbes. Pousse 5,9% des élèves écrivent correctement le mot en entier. Picore 4,6%.
Si on essaye d'élargir un petit peu et de s'intéresser à la seule désinence en NT, 8% pour Picor, 8 pour pouce, 5,6 pour Picor. Et si on regarde les élèves qui ont mis un S, 2,7% pour pouce et 8,2 pour Picor. Donc ces résultats vous surprennent peut-être un peu. Je vais vous en montrer d'autres qui confirment tout à fait ces chiffres. Une étude ancienne du ministère, de l'ADEP, qui date de 2000, enfin 1998 et 2000, publication 2002. Ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est une même phrase qui a été proposée aux élèves en début de CE2 et en début de 6e. Donc les roses jaunes parfument le salon, voici les résultats. Donc vous avez en bleu les pourcentages de réussite en CE2, en moutarde jaune les taux de réussite en 6e. Donc je vous fais remarquer deux choses. Premièrement, le pourcentage relativement bas de réussite sur parfum, 6,3%. Hein, ça colle tout à fait avec les chiffres que je viens de vous montrer. Deuxièmement, la différence entre les deux colonnes de couleurs qui montrent les progrès qui existent entre le début du CE2 et le début de la 6e. Et puis, troisièmement, l'ordre relatif des difficultés qui reste le même en CE2 et en 6e. Ça, c'est une constante dans toutes les études. Ce qui est difficile à un niveau, le reste au niveau d'après, au niveau supérieur. Donc des chiffres qui concordent. Alors si on regarde maintenant dans le détail les réponses des élèves, sur parfum 6,3% ENT et ES 7,3%. Début de 6e, moins d'un élève sur deux arrive à mobiliser la marque de pluriel verbal et 17% mobilise un S, marque de pluriel nominal. Si on interroge les élèves pour essayer de comprendre ce qui se passe, par exemple avec cet élève qui avait écrit « ses parents divorcent » et à qui on demande comment elle a fait pour divorce, elle répond c'est pas au pluriel parce que si par exemple avec ses parents ou grands-parents, je mets un S, mais là il y a simplement un divorce, il n'y en a pas plusieurs. Donc on voit bien qu'il y a une concurrence des marques de nombre nominal S et verbal NT. Et on voit aussi les limites de la procédure morphosémantique, celle qui consiste à expliquer la forme des mots par le sens. Un autre exemple qui permet d'aboutir un peu aux mêmes conclusions, leurs enfants s'appellent, donc l'élève avait écrit, vient de rajouter un S, et on lui dit mais tu l'avais écrit comment? SA 2PE 2LE, mais il y a un S parce qu'il y en a plusieurs. Quelque chose qu'on entend très très souvent. Deuxième parenthèse sur les homophones, donc un élève qui avait écrit car on l'appelait et qui avait écrit on ONT, et quand on lui demande comment il a fait, il répond parce que la maîtresse nous a expliqué que quand il y en avait plusieurs, il fallait NT automatiquement, et là, comme il y avait plusieurs gens qui l'appellent la belle, on met NT. Donc on a aussi ici une procédure de type morphosémantique, qui est peut-être renforcée par le fait qu'en français, la suite ONS n'existe pas. Donc il y a une espèce de pression statistique en faveur du ONT, quand on veut marquer le pluriel. Bon, petite précision, dans les 333 textes de CP, on a seulement 3 occurrences du pronom on. On va avec une agglutination et aucune occurrence de on ONT. Mais ça tient peut-être à la consigne qui a été proposée aux élèves. Je passe au collège avec un résultat qui concerne une étude longitudinale que nous avons conduite à Grenoble. Nous avons proposé la même dictée en 6e et en 3e à près de 500 élèves. Donc c'est une dictée qui a été fabriquée à partir du texte ROC que vous connaissez peut-être. On l'a modifiée parce qu'elle ne comportait pas assez de pluriels, notamment verbaux. Donc on a introduit vive et s'agrandissent et voient et brillent. Donc je vais opposer dans le graphique qui suit ces deux paires de verbes.
Pourquoi? Parce que pour vivre et s'agrandissent, on a un point d'appui sonore pour le pluriel dans la mesure où la personne 3 et la personne 6 se prononcent différemment, ce qui n'est pas le cas pour voix et brille. Donc vous voyez qu'on a un peu le même type de graphique que tout à l'heure, avec cette différence entre la 6e et la 3e, donc les élèves font des progrès au collège. La différence très nette aussi entre les verbes brille et voix, d'une part, et agrandissent et vivent, ces derniers étant bien mieux réussis que les deux premiers. Donc ça, c'est un résultat qui a été trouvé aussi avec des adultes, des étudiants, par Michel Fayolle et ses collaborateurs. Autre chose, l'ordre de difficulté reste le même, comme on l'avait tout à l'heure. On a, sur ces 500 élèves, on en a pris 130 en entretien métagraphique et donc on a demandé à ces élèves de justifier certains des choix qu'ils avaient faits dans la dictée. Je n'ai pas le temps de vous en dire plus, donc je vous renvoie à ce texte publié dans la revue pratique, accessible en ligne, qui devrait vous intéresser parce que vous allez vraisemblablement y retrouver, avec des élèves de 3e, les explications que des élèves de cours moyen sont capables de donner. Donc deux conclusions: les utilisateurs de métalangage produisent peu d'erreurs orthographiques. Il y a un lien entre réussite orthographique et diversité des termes grammaticaux utilisés de façon pertinente. Les élèves qui produisent le plus de formes justes sont ceux qui produisent les raisonnements les plus clairs et les plus pertinents. Alors, bien sûr, il y a des élèves qui ont de très bons résultats et qui ne verbalisent pas, qui ne manient pas spécialement le métalangage. Alors, conclusion de cette deuxième partie, donc des données concordantes qui montrent une lente appropriation et des obstacles récurrents. Des marques d'accord sans lien avec la chaîne sonore, des phénomènes d'homophonie et hétérographie, qui constituent de vraies sources de difficultés. On l'a vu avec cours, avec pouce, avec appel. On utilise le mot pluriel pour deux marques différentes. Pour le S nominal, qui correspond à une pluralité imageable. Le pluriel nominal correspond à plusieurs objets. Et les élèves ne se privent pas de dire « j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs ». Et puis le ENT verbal. Les élèves ont tendance à utiliser parce qu'il y en a plusieurs dans les deux cas, ce qui brouille les pistes et ce qui ne les aide pas à acquérir les mécanismes pour l'accord. Leur donner des occasions d'exprimer leur conception et leur procédure permet de les comprendre et de s'employer à les faire évoluer. Alors, les pistes qui en découlent, donc tout d'abord être à l'écoute des élèves et de leur conception. Là, j'ai repris des exemples qui concernent le E du présent. Je joue donc un élève de CM2 qui dit « je ne peux pas mettre un E parce que je suis un garçon ». Une fille en seconde « j'ai pensé et E parce que je suis une fille ». Et elle les conseille, c'est un autre corpus québécois, en milieu pluriethnique, et c'est elle, je mets un E. Donc on a toujours ces mêmes procédures morphosémantiques. Et j'attire votre attention sur le fait que ce E est un graphème polyvalent et sur lequel on a intérêt à travailler avec les élèves. Piste 2, opérer des reconfigurations du savoir, amener les élèves progressivement vers des procédures morphosyntaxiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Passer de S ou NT, car il y en a plusieurs, ce que disent toujours les élèves, à S, car c'est un nom pluriel. Il est d'ailleurs précédé d'un déterminant, lui aussi au pluriel. NT, car c'est un verbe qui reçoit ses marques d'accord du nom pluriel en position de sujet. Donc, aider les élèves à prendre conscience des relations dans la phrase et à utiliser le métalangage pour parler de ces relations syntaxiques. Donc, piste 3, mettre en place des dispositifs permettant aux élèves d'adopter une perspective réflexive sur la langue. Il y a tous les dispositifs que vous connaissez, qui commencent à être pas mal pratiqués, genre phrase dictée du jour, dictée zéro faute, dictée dialoguée.
qui est une forme d'enseignement explicite, hein, qui donne la parole aux élèves. Et en général, les élèves y adhèrent. On dispose de peu d'études, mais il y en a une qui a été conduite au Québec en 2013-2014, qui a montré les effets très positifs de la pratique régulière de ces dictées, au primaire comme au secondaire, et notamment pour les élèves les moins avancés. Ça, c'est une conclusion importante. Et la deuxième, c'est qu'il y a un transfert en production d'écrit dans le domaine du verbe et dans le domaine des homophones traditionnels. Quatrième piste, mettre en évidence les grandes régularités, par exemple à l'aide de corpus. Donc je vous donne ici un exemple de corpus plus construit. Si je veux faire découvrir aux élèves les deux principales marques de la personne 3, c'est-à-dire le T et le E, je laisse de côté le D pour l'instant. Donc je cherche à construire un corpus, je le limite à une seule personne, la personne 3, j'utilise des verbes fréquents, et puis j'essaye de varier les différents verbes pour couvrir tous les groupes notamment. Donc ça peut donner ce type de corpus qu'on invite, et on invite les élèves à mettre ensemble ce qui va ensemble, ce qui peut donner la série des verbes qui se termine par T, la série des verbes qui se termine par E. Avec la conclusion, parce que quand on travaille sur corpus, il faut toujours arriver à une conclusion. En français, à la troisième personne du présent, la terminaison des verbes est, la plupart du temps, soit E, soit T. J'ai rajouté la plupart du temps parce que, en général, on me dit oui, mais il y a le D. Voilà. Troisième partie. Alors, il paraît que je vais un peu vite. Je vais essayer d'aller plus lentement pour aborder cette troisième partie qui est le triangle infernal des finales verbales en « et », c'est-à-dire tout ce qui est imparfait, infinitif et participe passé. Alors, pourquoi c'est un problème en français ? Eh bien, parce que quand j'entends regarder, ou quand je dis regarder, j'ai 9 façons différentes de l'écrire. Et pour écrire regarder, je dois opérer double sélection, donc un graphème qui est en lien avec la chaîne sonore, soit E, soit AI, soit E accent aigu, et puis un autre graphème qui en général n'est pas en lien avec la chaîne sonore. Si on regarde donc en français, 9 formes écrites, une seule prononciation. En italien, la situation est très différente. Sur les 10 formes, là, j'en ai aussi 2 guardate qui se prononcent et s'écrivent de la même façon. Mais j'ai 9 formes écrites et 9 prononciations différentes, 9 formes orales différentes. Ce qui est donc un point d'appui pour écrire. Alors pourquoi on prend le verbe prendre quand on a un doute, parce que le verbe prendre est intéressant. Parce que pour 8 formes écrites, on a 4 formes orales ou 5. Donc on a 5 prenez avec 2 formes identiques, et puis prendre, pris et prise. Bon, et ça, il faut prendre le temps de l'expliquer aux élèves, parce que la plupart du temps, les élèves utilisent la procédure de substitution et ils ne savent pas toujours pourquoi ils le font. Je vais vous donner maintenant 2 résultats d'études. La première était destinée à répondre à la question « Est-il plus facile d'écrire l'imparfait quand on prononce différemment marcher et marchait ?» Nous avons fait passer un test dans 4 lieux différents, à Grenoble, à Paris, à Chicoutimi et à Fort-de-France. Nous avons apparié les élèves en fonction de leur score, et on en avait 34 dans chacun des lieux, donc en 5e primaire. On a choisi 10 verbes, comme fermer par exemple, qu'on a proposés sous 3 modalités différentes, imparfait, participe passé et infinitif.
et puis il y avait 12 phrases l'heure. Notre hypothèse était double, on attendait moins d'erreurs là où l'opposition et était maintenue, et on pensait que les types d'erreurs varieraient selon que l'on neutralise ou non. Donc je vais vous présenter les résultats pour l'imparfait, puisque c'est l'imparfait qui est principalement en jeu, et dans 2 lieux seulement, à Chicoutimi et à Grenoble. Pourquoi? Parce qu'à Chicoutimi, la distinction est très clairement maintenue entre le « et » fermé et le « est » ouvert. Les élèves font la différence entre fermé et fermé, alors que ce n'est pas le cas à Grenoble. Donc vous avez ici les résultats, le score de réussite moyen sur 10. Donc à Chicoutimi, 54% de réussite et à Grenoble, 45% de réussite. Donc il y a effectivement un avantage à Chicoutimi, là où on fait la distinction. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la différence qu'il y a dans la qualité des erreurs produites. À Chicoutimi, la plupart des erreurs sont à base AI, voire E accent grave, et il n'y a qu'à Chicoutimi qu'on a trouvé des erreurs en E accent grave. Et à Grenoble, la différence est très claire, il y a très peu de formes 2% de formes en AI, et la plupart des erreurs sont des formes en E ou en ER. Donc l'hypothèse d'un effet de la prononciation est vérifiée. En cas de neutralisation, on a une tendance à faire plus d'erreurs à l'imparfait. Donc quand même neutraliser pourrait aider. Mais on a des types d'erreurs très contrastés. Donc à Grenoble, 95% des erreurs sont en E ou en ER. Et à Chicoutimi, 80% sont à base AI ou E. Donc le maintien de l'opposition phonologique facilite la sélection de AI, mais ne donne pas la clé des finales verbales en E, puisque 80% des erreurs sont à base AI ou E. Donc cette étude confirme qu'on a vraiment affaire à un secteur complexe de l'orthographe du français et qu'il ne suffit pas de dire aux élèves « écoute bien comment je prononce » pour qu'ils arrivent à écrire. Une autre étude qui concerne la concurrence et ER et l'accord du participe passé. On a fait passer un test du CE2 à la classe de 4e dans un premier temps et un test qu'on a proposé ensuite au lycée professionnel à des élèves de BEP. 48 phrases à trous, donc 24 avec une cible qui est à l'infinitif, 24 avec une cible qui est au passé composé. 4 sujets différents, Quentin, Capucine, les filles, les garçons, avec un contrôle de la longueur et de la fréquence des verbes. Notre hypothèse est qu'on aurait des erreurs d'accord du participe passé avec le sujet du verbe, et les élèves choisissant « et » précisément pour réaliser l'accord, comme on va le voir tout de suite. Donc ce que je vous montre maintenant, c'est le nombre d'élèves dans le graphique qui ont sélectionné les flexions EE, ES et ES quand les sujets étaient Capucine, les garçons, les filles. Donc concrètement, les élèves qui ont écrit les filles ont mangé EES. Donc cette tendance est très peu présente au CE2, elle commence à se manifester au CM1, CM1, CM2. Elle est encore très présente au collège, il faut attendre la classe de 4e pour que les élèves l'utilisent moins. Et on a ce phénomène très fort au lycée professionnel avec les 139 élèves à qui on a proposé le test. Presque 1 sur 2 marque le participe passé avec les marques du sujet. Cette tendance, on la trouve aussi quand la cible est l'infinitif. Mais vous voyez que les colonnes sont moins hautes, c'est moins net, c'est moins prégnant. N'empêche qu'on fait l'hypothèse que les élèves choisissent « et » justement pour faire l'accord, ce qu'ils ne peuvent pas faire s'ils choisissent « ER ».
Donc à partir du CM1, on a une tendance forte à faire l'accord avec le sujet, même quand ce n'est pas attendu. Au lycée professionnel, la tendance est bien forte, bien ancrée. Donc je vous signale qu'au CE2, les élèves ne font pas l'accord, mais la tendance qu'on trouve, c'est d'écrire ER à la place de E. Cette tendance peut expliquer certains remplacements de ER par E, donc la tendance à faire l'accord avec le sujet. Alors il y aurait vraisemblablement une réflexion à avoir sur des contextes proches, genre ils sont passés, ils ont passé, ils vont passer, avec des auxiliaires ou des semi-auxiliaires et des formes différentes du verbe. Alors, conclusion de cette troisième section. Je crois qu'il faut reconnaître les difficultés qui sont liées à l'homophonie hétérographie, distinguer ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la mise en œuvre, et puis conduire les élèves vers une réflexion poussée sur le fonctionnement de la langue et l'utilisation du métalangage. Pratiquer un enseignement explicite qui élargit les contextes d'usage, c'est-à-dire qui ne s'en tient pas à des contextes simples, voire simplistes, comme on trouve parfois dans les exercices. Parce que dès que les élèves écrivent, ils utilisent des contextes beaucoup plus variés. Les pistes maintenant. Première piste, mettre en évidence les grandes régularités. Donc par exemple pour l'imparfait, on peut avec un tableau unique résumer l'imparfait. Donc une colonne base, une colonne marque de temps, une colonne marque de personne. Donc aider les élèves à prendre de la hauteur, à sortir justement de toutes ces tables de conjugaison. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être bon en conjugaison? Piste 2, distinguer connaissance et mise en œuvre, conjugaison et accord en contexte. Donc pour illustrer, pour répondre à la question que je viens de poser, qu'est-ce que ça veut dire être bon en conjugaison? Je prendrai l'exemple de cette phrase dictée dans une classe de CM1, CM2 dans laquelle j'étais la semaine passée. Il s'agit d'une stagiaire qui a fait réviser l'imparfait à ses élèves et qui, après 30 minutes de révision, notamment en rappelant les tableaux de conjugaison de certains verbes, elle dicte à ses élèves la phrase suivante: la pyramide est recouverte de pierres de taille qui autrefois étaient claires et reflétaient les rayons du soleil. Donc là, on mesure la distance qu'il y a entre la récitation de la table de conjugaison et l'accord qu'on est obligé de mettre en œuvre dans cette phrase, avec un sujet qui est relativement éloigné des deux verbes. Et d'ailleurs, la plupart des élèves ont écrit, alors ils ont bien repéré l'imparfait, ils ont écrit AI, mais ils ont presque tous écrit AIT pour était et pour reflétait. Troisième piste, travailler la mise en œuvre dans des tâches de production écrite courtes. On entend souvent les enseignants dire que les élèves savent leurs règles, ils réussissent les exercices, mais ils ont du mal à gérer. C'est un peu comme s'ils avaient tout oublié quand ils écrivent des textes. Bon, je pense qu'il faut leur apprendre à gérer les accords dans des textes courts de préférence, en leur donnant une cible orthographique. Une façon intéressante de pouvoir se mobiliser sur l'orthographe, c'est de mettre en place, de planifier oralement les textes de façon à alléger la charge cognitive pour que les élèves puissent se mobiliser sur la question de l'orthographe. Et quatrième piste, s'essayer à la démarche corpus. Et là, je vous renvoie à la consigne de l'atelier qui va suivre. Conclusion. Alors, je voudrais peut-être insister sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est la difficulté linguistique du français écrit, notamment du domaine verbal.
Il me semble qu'il faut le reconnaître et le dire aux élèves. Ça me semble important. On a vraiment un système, une orthographe qui est difficile et qui oblige à un calcul quasi permanent. Quand un mot sur 4 est un verbe, bah oui, il faut passer beaucoup de temps à réfléchir, à raisonner et à se poser des questions. Et ça ne s'apprend pas tout seul. Deuxième point, il faut donc apprendre, mettre en place un apprentissage, apprendre à analyser ce qu'on écrit. Et ça doit se faire de façon explicite et progressive. C'est vraiment un apprentissage au long cours. Et il faut travailler à l'échelle de l'école, de l'équipe, pour essayer de voir comment on peut progressivement aborder les choses. Donc une clé, observer et comprendre peu à peu les propriétés des différentes classes de mots, utiliser le métalangage. Donc là, on voit bien le lien entre orthographe et grammaire. Troisième point, nécessité d'un apprentissage de la gestion des connaissances dans certaines activités, notamment la rédaction de texte, c'est ce que je disais précédemment. Il ne faut pas laisser à la charge des élèves le transfert. Le transfert n'est pas naturel, il n'est pas automatique, il faut le travailler avec les élèves. Et dernier point, il me semble vraiment crucial qu'il y ait une réflexion à l'échelle de l'école, en équipe, pour organiser les apprentissages, sinon on risque de répéter les mêmes choses chaque année ou de passer à côté de choses importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Merci Catherine Brissot. Alors nous allons vous quitter pour une petite heure afin que vous puissiez entre vous travailler aux ateliers dont la trame vous a été proposée par Catherine Brissot. Peut-être puisque nous avons 5 minutes, Madame Brissot, vous pourriez expliciter ce qui est attendu dans cet atelier qui demande donc collecte et constitution de corpus. Peut-être une démarche, quelque chose qui pourrait aider les collègues qui sont réunis à se lancer dans ce travail de collecte et de constitution de corpus, avec quelques bases méthodologiques que vous maîtrisez parfaitement. Oui. Construire un corpus pour faire travailler les élèves, c'est quelque chose de difficile. Donc l'idée, c'est d'apprendre à construire un corpus, donc de se fixer des objectifs. J'ai essayé d'en donner des exemples dans mon diaporama. Pour construire un corpus, il faut avoir les idées très claires sur là où on veut emmener les élèves. Donc, par exemple, je veux leur faire découvrir qu'à la troisième personne, il y a principalement 2 marques, soit T, soit E. Il y a une marque, et c'est soit T, soit E. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc une fois qu'on a un objectif très précis, il faut essayer d'avoir un corpus le plus pur possible. C'est-à-dire éliminer tout ce qui risque d'empêcher les élèves d'arriver à la conclusion à laquelle on veut qu'ils aboutissent. Je vais prendre un exemple que j'ai discuté hier avec des stagiaires dont je suis le mémoire professionnel à l'INSPE. Elles voulaient travailler sur temps simple et temps composé, montrer qu'il y a une correspondance entre temps simple et temps composé. Elles avaient fabriqué un corpus où on avait le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple. On avait 2 temps composés, plein de verbes. Bon, voilà, il y avait une espèce de profusion de données. Donc, plutôt limiter le nombre de verbes, limiter le nombre de tiroirs verbaux, de temps. Bon, voilà. Donc, construire un corpus, c'est essayer d'avoir un objectif très clair en tête, écrire la conclusion à laquelle on veut faire arriver les élèves, et puis sélectionner un nombre limité. On n'a pas besoin de 20 exemplaires, 6, 7, 8 items, ça suffit.
Donc rassembler des items qui vont permettre aux élèves, à coup sûr, d'arriver à la conclusion à laquelle on veut qu'ils arrivent. Merci beaucoup, merci Catherine Brissot, merci à vous tous de votre écoute.